Bonjour! Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment les caractéristiques des marchés financiers pouvaient expliquer l'apparition de bulles spéculatives où l'on voit la valeur des titres financiers augmenter d'une façon totalement déconnectée, sans lien avec l'évolution de leur valeur réelle, fondamentale. Comment cela pouvait expliquer la prise de risque parfois excessive prise par les acteurs présents sur ces marchés financiers et comment surtout ces risques pouvaient se diffuser à l'ensemble du système financier, y compris à des acteurs qui n'en sont pas conscients, provoquant ainsi faillite bancaire en chaîne et un mouvement de panique bancaire. Mais finalement, tous ces phénomènes jusque-là ne concernent que le système financier. Et en économie, on considère quand même de façon séparée, différente, le système financier et ce qu'on appelle l'économie réelle, donc l'échange de biens et de services dans un sens qu'on connaît plus souvent, tout ce qui n'est pas lié globalement au système financier. Et dans cette vidéo, on va donc voir comment est-ce que ce qui se passe dans le système financier, sur les marchés financiers, ce qu'on a vu donc dans les vidéos précédentes, peut ensuite avoir des conséquences et provoquer une crise économique sur du coup les entreprises et les acteurs de l'économie réelle. Allez, c'est parti! Il existe plusieurs mécanismes, plusieurs canaux par lesquels une crise financière peut se transmettre à l'économie réelle et ainsi provoquer une crise économique. Le premier mécanisme que l'on va voir, c'est ce qu'on appelle la contraction du crédit ou en anglais le credit crunch. En gros, lors d'une crise financière, les acteurs financiers, et notamment les banques, vont voir leur situation se déstabiliser, par exemple parce que de nombreux crédits actifs qu'elles possédaient, finalement, ne sont pas viables, ne vont pas être remboursés, etc. Dans cette situation, la réaction logique, c'est de décider d'accorder moins de crédits et d'accorder des crédits plus difficilement. On va donc augmenter les taux d'intérêt pour se protéger contre le risque qui nous semble plus important que ce qu'on pensait du niveau de risque avant que la crise explose. Et on va aussi avoir des exigences accrues pour le collatéral, c'est-à-dire les garanties, l'apport des personnes qui vont nous demander un crédit. Donc, du côté des personnes qui vont demander des crédits, il y en aura donc moins et ce sera plus compliqué d'en obtenir. Or, pour l'économie, une baisse des crédits accordés, ça signifie qu'il y a notamment une baisse des investissements de la part des entreprises et donc une baisse de la production. Et la baisse de la production, c'est le principe de la crise économique. On vient de voir comment est-ce que déjà le credit crunch pouvait expliquer comment est-ce que la crise financière poussait les banques à réduire le nombre de crédits et cela avait des conséquences sur l'économie réelle. Premier mécanisme. Deuxième mécanisme, mis en avant par l'économiste américain Irving Fisher dans les années 1930, le mécanisme de déflation par la dette. En effet, la crise financière va conduire les entreprises, et notamment les acteurs financiers, à mettre en œuvre des efforts de désendettement. Cela peut s'expliquer de différentes façons. Déjà parce que on considérait auparavant, avant que la crise explose, comme acceptable un niveau d'endettement assez élevé en disant tout va bien, donc c'est pas grave si les entreprises sont endettées parce que justement tout va bien, elles vont simplement gagner de l'argent, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Là on est au milieu d'une crise et les entreprises endettées sont beaucoup plus inquiétantes soudainement et donc elles vont logiquement chercher à se désendetter. On a vu aussi, à travers le mécanisme de contraction du crédit, qu'il est plus difficile pour les entreprises d'accéder au crédit bancaire et que si elles ont besoin d'avoir un crédit, il va y avoir des exigences plus importantes en ce qui concerne les garanties qu'elles apportent et leur situation financière. Tout cela pousse donc les entreprises à se désendetter. Et pour se désendetter, pour pouvoir rembourser leurs dettes, elles vont notamment vendre les actifs qu'elles possèdent. Donc on va observer finalement un mécanisme, une situation de vente forcée d'actifs, forcée puisqu'elle est poussée et elle est plus ou moins contrainte par la crise financière. Or, quand toutes les entreprises, tous les acteurs financiers cherchent à vendre leurs actifs en même temps, logiquement vous allez avoir beaucoup d'offres et pas beaucoup de demandes, donc une baisse du prix des actifs et par conséquent ces actifs qui peuvent être parfois utilisés comme collatéral, comme garantie
pour demander un crédit vont perdre de leur valeur. Cela signifie qu'auparavant, des titres qui étaient suffisants, qui avaient une valeur suffisante pour pouvoir vous permettre d'avoir un accès à un crédit, vont aujourd'hui ne pas être suffisants et que ça va être beaucoup plus compliqué de trouver assez d'actifs avec une valeur assez importante pour avoir accès au crédit. On observe donc un mécanisme de déflation, c'est-à-dire de baisse généralisée et continue du prix, en tout cas pour l'instant, du prix des actifs financiers. Or, ce mécanisme de déflation va conduire à une augmentation de la charge de la dette en termes réels. En gros, la charge de la dette, c'est les mensualités que vous devez payer chaque mois pour rembourser votre dette. Ces mensualités sont souvent fixées à l'avance au moment de la conclusion du crédit, de l'accord du crédit. Mais lorsqu'on regarde par rapport au pouvoir d'achat que ces mensualités représentent, c'est ce qu'on entend, ce qu'on veut dire quand on parle de termes réels, c'est en termes de pouvoir d'achat, on se rend compte que la même somme, quand les prix sont plus bas, elle représente un pouvoir d'achat plus important, un sacrifice en l'occurrence de pouvoir d'achat plus important que quand les prix sont plus importants. Quand vous devez payer par exemple 1000 € chaque mois pour rembourser votre crédit, forcément si le niveau moyen des prix est assez faible, cette somme va représenter beaucoup de biens et de services auxquels vous allez devoir sacrifier et renoncer, alors que si finalement les prix sont assez élevés, 1000 €, c'est pas forcément grand chose en termes de pouvoir d'achat. Et on se retrouve donc dans une situation où les actifs que possèdent les entreprises, notamment les acteurs financiers, valent moins, et où à l'inverse, la charge de leur dette représente un sacrifice plus important en termes de pouvoir d'achat. Ce qui, en fait, dégrade encore plus la situation des entreprises, avec une situation donc paradoxale où les efforts de désendettement des entreprises pour améliorer leur situation conduisent en fait à sa dégradation. Or, cette dégradation de la situation des entreprises peut les conduire à baisser leurs investissements, aussi à baisser leurs embauches, voire à licencier des personnes dans un effort toujours de désendettement et d'essayer d'améliorer sa situation. On va se dire on va dépenser moins, voire on va renoncer à certaines ressources et logiquement du coup on va baisser notre production pour essayer finalement de se désendetter et d'améliorer notre situation. Et donc si vous avez moins d'investissement, moins de capital, moins d'embauche, et voire même des licenciements, donc moins de travail, logiquement, si vous avez moins de ressources, vous allez produire moins. Et à nouveau, on trouve du coup cette baisse de la production, cette crise économique réelle provoquée par les efforts de désendettement suite à la crise financière. On pourrait d'ailleurs ajouter que les entreprises peuvent aussi réagir, en plus de tout cela, en essayant de baisser leurs prix pour essayer d'attirer peut-être plus de consommateurs et vont en fait, à travers cela, entretenir le mécanisme de déflation, l'étendre à l'économie réelle et en fait dégrader encore plus la situation. Car lorsque en fait ce mouvement de baisse généralisée des prix va continuer et va durer dans le temps, vous allez encore plus augmenter la charge de la dette en termes réels, le sacrifice de pouvoir d'achat que le remboursement de votre dette représente. Vous allez du coup forcément avoir moins de marge de manœuvre pour faire des investissements, pour embaucher ou pour jouer sur les salaires. Donc vous allez être encore plus dur sur les investissements et sur le travail. Et du côté des consommateurs et des consommatrices ou de la demande de façon générale, quand on voit un mécanisme de déflation, quand on voit que les prix ne cessent de baisser, donc ça c'est différent d'une baisse des prix ponctuels par exemple type solde, là on voit que les prix baissent et que du coup logiquement on va se dire pourquoi acheter aujourd'hui quelque chose qui de toute façon vaudra moins cher demain. Donc vous avez des mécanismes dans une certaine mesure en tout cas de report des achats vers le futur et en fait du coup à l'instant T c'est une baisse de la demande, ce qui aggrave encore plus la crise économique. Donc le mécanisme de déflation par la dette est une sorte de cercle vicieux où les efforts des entreprises pour se désendetter conduisent en fait
à la dégradation de leur situation financière, dans une logique clairement d'effet pervers. Enfin, troisième et dernier mécanisme, transmission d'une crise financière à l'économie réelle, ce qu'on appelle l'effet richesse. Alors, c'est un mécanisme qui est peut-être un peu moins puissant et plus rare que les autres, mais néanmoins présent dans le programme. Donc, en gros, la crise financière provoque une baisse de la valeur du patrimoine des ménages. Et cela est surtout vrai si ce patrimoine contient une part importante de titres financiers. Si toute votre retraite est aux mains de fonds de pension qui ensuite l'utilisent, le placent sur les marchés financiers, dans des titres financiers, forcément la baisse de la valeur de ces titres suite à la crise financière conduit à une baisse de tout l'argent que vous avez mis de côté pour votre retraite. Donc voilà, grâce à votre épargne, grâce à vos placements financiers, vous pensiez avoir une certaine somme mise de côté pour votre retraite. Mais vous vous rendez compte qu'à cause de la crise financière, finalement, lors de votre retraite, vous allez avoir beaucoup moins d'argent disponible. Parce que vos placements financiers valent finalement beaucoup moins que ce que vous pensiez, puisque leur valeur s'est effondrée suite à la crise financière. Dans ce contexte, comment est-ce que vous réagissez ? Logiquement, vous allez compenser la baisse de la valeur de vos placements financiers, de vos titres financiers, en mettant plus d'argent de côté, en vous disant si je veux quand même avoir ce revenu lors de ma retraite, il faut que je mette plus d'argent de côté. Et forcément, l'augmentation de l'épargne, l'épargne par définition, c'est la partie de revenu disponible qui n'est pas consommée. Donc pour augmenter votre épargne, logiquement, ça veut dire que vous réduisez votre consommation. Ce qui va logiquement avoir un effet négatif sur la production, puisque baisse de la consommation est égale baisse de la demande est égale baisse de la production. Et dans un contexte de crise économique, vous pouvez d'ailleurs épargner, si c'est en tout cas possible matériellement, en vous disant justement, ok, pour l'instant je n'ai pas perdu mon emploi, mais pour l'instant, on est en contexte de crise économique, il vaut mieux que je sois prudent, il vaut mieux que je mette de l'argent de côté. Et donc, finalement, d'un point de vue individuel à nouveau, comme d'ailleurs le phénomène de déflation par la dette, c'est totalement rationnel, c'est sûrement une bonne chose à faire, de se dire, là, la situation, elle est pas bonne, il vaut mieux que je mette de l'argent de côté si jamais je perds mon emploi, etc. Sauf que, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient ces comportements qui individuellement sont rationnels fait que, à un niveau collectif, ça produit un effet pervers et ça aggrave en fait la crise économique. Alors, comme j'ai dit, l'effet richesse c'est quand même un effet assez rare parce que ça marche surtout si votre patrimoine contient une part importante de titres financiers. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver aux États-Unis et éventuellement au Royaume-Uni. Et globalement, dans tous les systèmes qui ont un système de protection sociale, surtout privé. Quand vous avez un bon filet de sécurité public, vous n'avez pas ce réflexe. Ça peut aussi éventuellement se retrouver dans le contexte d'une crise financière qui conduit, surtout d'une crise immobilière en fait, qui va conduire à un effondrement du prix des biens immobiliers. Parce que les biens immobiliers, c'est quand même, et là pour le coup pas spécialement aux États-Unis, une part importante du patrimoine des ménages. Et donc si la valeur de votre maison chute brutalement, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup moins riche que ce que vous pensiez, que vous avez un patrimoine qui est beaucoup moins important que ce que vous pensiez, en tout cas sa valeur est beaucoup plus faible, et vous allez donc compenser en augmentant votre épargne et donc en puisant cette augmentation de l'épargne, dans votre consommation et donc en baissant votre consommation, la demande générale et donc la production. Pour résumer, il y a 3 mécanismes par lesquels une crise financière peut se transférer à l'économie réelle et provoquer une crise économique. Premier mécanisme, la contraction du crédit qui repose sur la baisse des crédits accordés par les banques. Deuxième mécanisme, la déflation par la dette qui repose sur les efforts de désendettement des entreprises qui conduisent à un effondrement de la valeur des actifs financiers et en fait aggrave la situation des entreprises. Et enfin, un troisième mécanisme, l'effet richesse, qui repose sur l'augmentation de l'épargne de la part des ménages pour compenser la baisse de la valeur de leur patrimoine.
Donc banque, entreprise, ménage, contraction du crédit, déflation par la dette, effet richesse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.